Très bien, les amis. Donc, une semaine avant que Charlie ne perde la vie, il a exprimé certaines inquiétudes concernant les finances de Turning Point USA. En fait, il voulait créer tout un département, un petit mini-département, pour traiter ses préoccupations. Et nous en avons la preuve. Il est toujours conseillé, lors de l'enquête sur un crime, de, je cite, « suivre l'argent ». Alors faisons-le un peu ici. De plus, il y a une vidéo qui est devenue complètement virale. Je suis sûre que vous l'avez vue. On me l'a envoyée par email de nombreuses fois car il y a une théorie selon laquelle Charlie aurait été abattu dans le dos. Or, il y a deux éléments dans cette vidéo que nous pouvons démystifier et je veux le faire. Et il y a un aspect que nous ne pouvons pas clairement réfuter. Je pense qu'il s'agit d'une enquête mondiale, donc je veux aider partout où je le peux. Alors, bienvenue à nouveau sur Candace. Il y a beaucoup de fuites en ce moment et j'ai été très claire sur le fait que tout, au plus profond de moi, me crie depuis l'instant où j'ai appris que Charlie avait été abattu, que cette histoire est bien plus vaste, qu'il se passe quelque chose de bien plus important que ce qui a été présenté au public jusqu'à présent. Vous savez, toutes les mauvaises personnes font son éloge funèbre. Ils mentent sur des petites choses, ce que je n'aime pas. Parce que pourquoi mentir sur des petites choses, boys? Seule une conscience coupable, d'une certaine manière, ment sur des détails insignifiants. Et il y a quelques points que nous avons abordés tout au long de cette histoire qui m'ont immédiatement paru étranges. Tout d'abord, bien sûr, Bibi Netanyahou qui s'implique de façon excessive, et pas seulement dès le premier jour, mais dès la première minute. Il a tweeté avant même le président des États-Unis pour annoncer que Charlie avait perdu la vie. C'est bizarre. C'est vraiment étrange. Et nous ne devrions pas oublier à quel point c'est étrange, surtout parce que lors de plusieurs passages sur Fox News et l'émission de Greta Van Susteren, il a menti sur le contenu d'une lettre que Charlie Kirk lui avait écrite en mai. Ce que je n'aime pas non plus, ce sont les gens comme Josh Hammer et Seth Dillon, des personnes que je connais et qui sont très désagréables et agissent dans l'ombre. Je n'aime pas qu'il n'ait pas encore été honnête ou transparent au sujet de la pression qu'eux et d'autres exerçaient sur Charlie Kirk. Je trouve ça tout simplement étrange. Il n'y a aucune raison de dire au revoir. Aucune raison de faire semblant de ne pas avoir fait ça, d'essayer d'arranger la vérité et de mentir à ce sujet. Je pense qu'il existe des mensonges par omission et je considère qu'ils sont tous les deux des menteurs, d'accord? Et bien sûr, qui pourrait oublier la longueur de la réponse de Bill Ackman? Je vous parle de ce week-end dans les Hamptons. Je vous raconte comment Bibi Netanyahou a appelé Charlie Kirk et l'a invité en Israël et Bill Ackman répond avec un essai. Rédaction de niveau universitaire, 959 mots pour être précis, c'était sa réponse à ce que j'ai dit à ce sujet, alors que lui-même n'a en réalité pas répondu à mon point concernant la soi-disant intervention, terme utilisé par Charlie lui-même, ni à mon propos sur Bibi Netanyahou et l'offre de faire passer Turning Point au niveau supérieur financièrement. Personne ne veut aborder ces points parce que j'étais honnête. Les gens pensaient que les idées de Charlie allaient dans la mauvaise direction. Et d'ailleurs, à propos de ce désormais fameux week-end, les vidéos de réponses qui ont été faites, qui donnaient l'impression qu'il y avait une sorte de crise de relations publiques, les tweets de réponses qui ont été rédigés, tout cela devenait presque comique. Xavier Desruisseaux était là. Je l'avais contacté. Au lieu de me répondre, il m'a envoyé un message pour dire qu'il allait s'exprimer à propos de ce week-end. Il a réalisé une vidéo dans laquelle il a officiellement abordé le week-end et développé. Il a expliqué que, oui, Charlie, et il utilise l'expression « chantage moral ». Charlie a parlé du fait de se sentir victime de chantage moral, mais cela s'est fait dans un cadre plutôt semblable à un atelier, en gros comme un club de débat où ils renforçaient leurs arguments sur le sujet d'Israël. Nous pouvons écouter Xavier Desruisseaux dans ses propres mots. Et puis les gens sortent les choses de leur contexte parce qu'il y avait dans l'article le papier à charge qui est sorti. Il parle du fait que Charlie a levé son téléphone et avait écrit sur Twitter. Et il a dit quelque chose comme « Bibi doit démissionner » ou quelque chose comme ça. Et il a dit « Que se passerait-il si je faisais ça ?» Il y a eu un débat. Il y avait une femme au fond qui a dit « Si tu fais ça, tu vas donner du pouvoir au Hamas. » Charlie a répondu « Tu dois arrêter de dire ça. » Il disait que quand tu débats sur Israël, il faut arrêter de le faire émotionnellement, mais plutôt de façon logique et factuelle. Sinon, tu perds le débat. Il a dit que c'est du chantage moral si tu dis que le fait que quelqu'un dise qu'un politicien est mauvais revient à donner du pouvoir à une organisation terroriste.
Argument valable. C'était un argument valable, mais c'était aussi un véritable argument. Et tu as, en quelque sorte, retiré les noms des personnes impliquées dans cette conversation. Natasha Hausdorff était là, Seth Dillon était là, et c'est Seth Dillon qui lui mettait la pression. Et Seth Dillon et Josh Hammer ne l'a pas attaqué à ce moment-là, n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents de Charlie à la fin de ce week-end dans les Hamptons, parce qu'encore une fois, ils voyaient dans quelle direction allaient ses positions sur Bibi Netanyahou et Israël. Et en fait, ils étaient accusateurs. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, ni de croire Xavier. J'ai toujours eu une relation amicale avec Xavier. Mais nous devrions écouter les propres mots de Charlie que nous avons diffusés plusieurs fois sur ce qui s'est passé le lendemain de ce petit week-end de retraite. Où il a confié à Megyn Kelly sa frustration d'être injustement qualifié d'antisémite et comment cela l'éloignait en réalité, ce qui n'était pas bon pour Israël. Puis à ce moment-là, l'une des grandes questions que nous avons soulevées ou que nous avons découvertes, c'est que ce week-end a été gardé secret, ce qui est extrêmement inhabituel pour un événement Turning Point. Si vous faites venir vos influenceurs par avion, c'est évidemment pour qu'ils influencent. Et Xavier a donné cette explication sur le fait qu'ils n'ont pas publié à propos du week-end avant d'être démasqués. Écoutez bien. Et puis il y a les gens qui essaient de dire « Alors, pourquoi la réunion était-elle si secrète ?» Les photos étaient déjà sur mon Instagram. La raison pour laquelle nous n'avons pas publié en temps réel, c'était pour des raisons de sécurité. Vous savez combien de personnes auraient adoré venir et massacrer tout l'hôtel? J'ai l'impression d'être Justin Bieber parce que ça ne colle pas pour moi. Je suis désolée. Donc, tout d'abord, vous n'avez jamais été publiquement lié à Turning Point USA. Les photos que tu as publiées, si tu les as postées après l'événement, je ne pense pas que c'est parce que tu avais peur que, juste parce que tu es conservateur dans les Hamptons, tu allais te faire massacrer. Genre, il y a des tunnels du Hamas sous les Hamptons. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et on devrait souligner à quel point ça n'a aucun sens. Surtout parce qu'une des influenceuses a posté le 6 août qu'elle était dans les Hamptons. En fait, Emily aime l'Amérique. Emily sauve l'Amérique, a dit, alors qu'elle se disputait avec quelqu'un à propos de la petite taille de leur bague de fiançailles ce week-end-là. Comment vous attendez-vous à avoir une maison, un terrain et plusieurs enfants? Soyez sérieux. Désolée, je suis Amia. Je suis dans les Hamptons. Donc les conservateurs n'ont pas le droit d'être dans les Hamptons sans se faire massacrer? Est-ce que ce sont spécifiquement les influenceurs conservateurs? Tu as dit que ce n'était pas un événement pro-Israël. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas d'angle Israël ici, ce qui est vrai, bien sûr, il y a plein de sionistes dans les Hamptons, les Lachman y compris. Donc je ne comprends pas. Tu ne pouvais pas poster que tu étais dans les Hamptons parce que tu allais te faire tuer. Comment? J'ai besoin de plus d'informations parce que c'est juste ridicule. Et j'adore aussi le contexte où il fait ça sur la plateforme de Prageru. J'ai évidemment travaillé pour Prageru. Je connais Marissa Strait. Je regarde Marissa Strait juste là, une petite opération de relations publiques pour répondre au sujet sans vraiment y répondre et pour faire croire que ce n'était rien. Et ce n'est pas la réalité. Vous savez, Marissa n'a jamais été totalement transparente sur le fait qu'elle a travaillé pour le renseignement de l'IDF. Et comme je l'ai dit, on pouvait sentir qu'il y avait une panique en communication quand les gens ont commencé à parler du week-end. Je vous ai dit la vérité. C'est tout. D'accord. Je n'aime pas le fait que Charlie ait littéralement fait face à des menaces financières à cause de ses propos. La chose qui comptait le plus pour lui, n'est-ce pas? Se battre pour la liberté d'expression. Même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu dois t'assurer qu'il ait le droit d'exprimer son point de vue. Et ce qui m'est arrivé 1 an plus tôt semblait lui arriver à lui 1 an plus tard. Une autre chose que je n'aime vraiment pas, qui me dérange et me ronge, c'est le fait que Turning Point refuse de publier les images. D'accord? Je ne comprends pas. Aucune des excuses qu'on m'a données pour expliquer pourquoi ils ne veulent pas les publier n'a de sens pour moi. Si vous êtes sous pression, si les gens commencent à vous regarder bizarrement en tant qu'organisation, s'ils pensent, à tort ou à raison, s'ils soupçonnent parce qu'ils voient ces images de quelqu'un en train de retirer rapidement les cartes SD que vous aviez quelque chose à voir avec l'assassinat de Charlie Kirk et que vous avez littéralement des images qui, en théorie, devraient vous innocenter, pourquoi ne les publieriez-vous pas? Réfléchissez à ça. C'est uniquement dans votre propre capacité. Si quelqu'un vous accuse de quoi que ce soit, par exemple, Candace, tu es absolument coupable d'avoir cambriolé ma voiture. Et je leur dis,
J'ai une caméra ici même qui prouve que je n'ai pas forcé votre voiture. Est-ce que ça aurait du sens si je disais quelque chose comme ça? Mais je ne vais pas le publier. Je ne vais pas le diffuser parce que ce n'est pas juste. Il n'est pas juste que je le publie. Quoi? Cela n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le sortent pas. L'idée que c'est parce que, les autorités fédérales disent qu'elles ne peuvent pas vous arrêter. La dernière fois que j'ai vérifié, les autorités fédérales ne peuvent pas vous poursuivre pour avoir diffusé des images dont vous êtes propriétaire. Et depuis quand fait-on confiance au gouvernement fédéral? Charlie, lui, ne l'a certainement pas fait. Il ne croyait pas que nous obtenions la vérité sur les dossiers Epstein et les choses de ce genre. Je n'accepte donc pas cela. Cela dit, je veux aussi être clair. Cela ne veut pas dire que chaque personne qui continue dans l'organisation est coupable de meurtre. Je veux dire, on veut des réponses, mais on ne devrait pas dire, que cette personne est forcément un meurtrier, parce qu'elle ne fournit pas les réponses. J'ai vu et j'ai entendu beaucoup de venin dirigés contre Andrew Colvett parce qu'il fait des interventions dans la presse. Il continue l'émission de Charlie Kirk. Il était déjà installé sur le plateau de l'émission de Charlie Kirk. Il était déjà là. Et j'étais sincère quand j'ai dit qu'il subit beaucoup de pression. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a le porte-parole de Turning Point USA et il fait le deuil de quelqu'un qu'il connaissait et qui était très proche de lui, voire l'un de ses meilleurs amis. Il le voyait tous les jours en faisant l'émission de Charlie Kirk et il doit encore gérer les mêmes donateurs que Charlie gérait. Je veux dire, il se passe beaucoup de choses, tu vois. Et tant que nous n'avons pas tous les faits devant nous, tant que nous n'avons pas réellement vu les images, je pense que nous devrions faire attention à ne pas penser que tout le monde est coupable de quelque chose. Je veux aussi que vous soyez conscients des mensonges que nous raconte le gouvernement fédéral parce que ça me paraît extrêmement coupable. Nous n'avons reçu aucune mise à jour concernant la perquisition qui a eu lieu chez Lance, où Tyler Robinson vivait au moment de ce crime. Aucune nouvelle concernant Lance. Il est complètement tombé dans l'oubli. Alors laisse tomber. Oublie de poser des questions sur Lance. Et mon instinct a toujours été que les fédéraux se sont immédiatement impliqués dans cette affaire parce qu'ils étaient en train de mettre en place un camouflage. Et maintenant, je ressens comme si on pouvait presque l'établir comme un fait lorsque je vais vous raconter autre chose qui s'est passé ici, mon prochain point. Comme vous le savez, j'ai été littéralement obsédée par la question de savoir qui a tué Charlie Kirk parce que c'était mon ami. C'était vraiment mon ami. Tous les autres peuvent me faire autant d'éloges funèbres qu'ils veulent. Certaines de ces paroles semblaient un peu creuses, fausses et surfaites, mais pour moi, c'est réel. J'ai donc recherché toutes les vidéos, toutes les images, et je voulais revenir au point de départ, comme nous l'avons fait hier. Des premières vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux et sur X le jour où Charlie a été assassiné. Et il m'est venu à l'esprit que j'avais oublié une vidéo, en fait la seule vidéo qui existe du tireur courant à toute vitesse sur le toit, à peine quelques secondes après le coup de feu. Maintenant, vous vous souvenez probablement de cette vidéo, quelque part dans un coin de votre mémoire. Vous vous souvenez de cette vidéo qui devenait virale où on le voyait courir sur le toit? Je m'apprête à vous la montrer dans une qualité bien plus nette que tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, une qualité supérieure à celle que vous connaissiez de cette vidéo. Rappelez-vous, avant que je vous la montre, pour bien situer le contexte, cela se passe juste quelques secondes après que le bruit d'un coup de feu a retenti. Regardons cela ensemble. Et nous allons simplement en parler. On dirait aussi qu'il a quelque chose qui traîne derrière lui. C'est peut-être la serviette dont on nous a parlé. On peut la repasser pendant que vous regardez. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment j'ai retrouvé cette séquence. Il ne m'a fallu que 2 heures pour retrouver cette séquence, obtenir le nom de la personne qui l'avait filmée, et ensuite, après avoir envoyé un message à quelqu'un sur Twitter, cette personne m'a dit « J'ai eu la vidéo de telle personne, c'est lui qui l'a filmée, et il est prêt à vous parler. » Je prends donc contact avec cet individu, d'accord? Très rapidement, tout s'est déroulé en quelques heures, et vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ni les fédéraux ni la police locale ne l'avaient jamais contacté. Jamais. Pardon, comment? Vous avez l'une des 2 seules personnes qui possèdent un enregistrement du tireur, c'est bien ça? C'est tout. Et les fédéraux n'étaient tout simplement pas intéressés, alors même qu'ils menaient cette chasse à l'homme, à contacter cette personne qui avait des images de lui en train de courir sur le toit. Comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi ce serait le cas? Quelqu'un peut m'expliquer, rendez-moi ça logique.
Peut-être qu'avec la confusion, le chaos, d'accord. Mais à aucun moment ils ne se sont dit « Tiens, je vois cette image vraiment floue qui est devenue virale sur Twitter. Peut-être que je devrais contacter la personne qui a rendu ça viral et voir si je peux retrouver cette personne pour obtenir des données claires. » C'est-à-dire les métadonnées qui existent et qui te diront l'exacte seconde à laquelle la personne courait pour vérifier que ça correspond à ma chronologie fédérale que je dois être en train de créer. Si la petite Candace s'en occupe, alors je suis sûre que les fédéraux au sommet sont forcément en train de créer une chronologie seconde par seconde, tout comme moi, mais non, ils ne l'ont jamais contacté. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai découvert d'autre, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et de la même manière d'ailleurs, nous avons contacté la personne qui a filmé les images et dit que quelqu'un était sur le toit. Nous en avons parlé plus tôt cette semaine. Il nous a dit exactement la même chose. Il dit qu'il est entré et a remis les images au service de police d'Orem. D'accord? Personne, et ils ont dit, vous savez, nous étions débordés. Ce jour-là, ce qui est logique, tout le monde contacte, appelle, quelqu'un dit, j'ai ceci. Donc il est logique qu'il soit proactif et qu'il apporte les images. Mais les fédéraux ne l'ont jamais contacté avant le 15. Après que le gouverneur Cox a déclaré que l'enquête était terminée et qu'ils avaient trouvé le type, les fédéraux l'ont contacté et lui ont dit « Hé, c'est toi qui as filmé ces images. Oui, avez-vous fait un rapport de police ?» Il a dit « Oui, je l'ai fait. » Ah bon, vraiment? Nous ne le savions pas. Comment ça? Vous ne le saviez pas? C'est la première fois, le 15, que le gouvernement fédéral décide de contacter l'autre personne qui a vu la personne grimper sur le toit. Je veux dire, j'ai vu la personne se mettre en position de tir. Vous ne l'avez jamais contacté avant le 15 septembre. Oui, mes amis, pour moi, ça ressemble à une dissimulation, pas à une tentative de faire la lumière sur quelque chose. Pas avec l'argent que possèdent les fédéraux. Vous ne pouvez pas me dire qu'ils n'ont pas contacté ces deux personnes. Cela n'a absolument aucun sens. Il y a un autre aspect de cette affaire qui devient très intéressant et je dois dire que la prochaine information que j'ai est en grande partie grâce à une multitude de fuites provenant de Turning Point USA. Alors tout de suite, vous pourriez vous demander pourquoi cela se produit. Eh bien, d'après mon expérience, je peux vous dire que les organisations politiques ne réalisent parfois pas qu'elles ne sont pas des entreprises. Et ce que je veux dire par là, ce n'est pas de savoir si l'organisation est une entreprise ou non, mais plutôt, parfois, ils se font de fausses idées et pensent qu'ils peuvent faire des choses que les gens font à Wall Street, n'est-ce pas? Par exemple, si un PDG démissionne chez Wendy's, on peut simplement le remplacer par un autre PDG et personne ne s'en soucie. Si vous achetez des nuggets de poulet chez Wendy's, vous ne vous souciez pas vraiment de savoir qui est le PDG. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça avec les organisations politiques, n'est-ce pas? En politique, les gens soutiennent quelqu'un parce qu'ils croient aux idées de cette personne, n'est-ce pas? On ne peut pas simplement échanger les rôles tout le temps ou penser que ça va continuer comme ça. Et vous allez toujours avoir cette même énergie derrière vous. Donc, évidemment, c'est une situation terrible et Charlie est parti. Mais avec des gens qui n'obtiennent pas de réponse, avec des personnes qui travaillent chez Turning Point USA et qui ne savent pas vraiment si, en tant qu'organisation, nous nous battons, est-ce qu'on va parler des sujets qui tenaient à cœur à Charlie? Est-ce qu'on va soulever les choses qui, selon nous, ne vont pas ici? Ils n'ont pas envie de soutenir cela. Ils ont le sentiment que l'organisation est désormais motivée uniquement par l'argent et que les priorités de cette entreprise ont quelque peu changé et que, vraiment, les gens de l'extérieur qui observent se demandent qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi les gens ne sont-ils pas plus secoués par les mensonges qui sont racontés? En fait, je pense que si Charlie était là, il parlerait des choses étranges qui sont dites à propos de cette histoire, non? Ironiquement. Et tellement de personnes ont pris contact et ont parlé des finances de Turning Point USA. Et je ne suis pas exactement un expert comptable judiciaire, mais je sais que d'autres personnes, d'autres journalistes se sont vraiment intéressés à cet aspect. Eux aussi recevaient des fuites et ont transmis cela à des experts comptables judiciaires et certaines choses. Ça devient très intéressant. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que je pense que cela prouve ce que nous avons entendu. C'est au moins un point de départ. Un initié a affirmé qu'il était présent lorsque Charlie avait exprimé certaines inquiétudes concernant la destination de l'argent. Et jusqu'à ce moment-là, Charlie s'était en grande partie complètement retiré, à l'exception de l'aspect collecte de fonds, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément quelque chose sur lequel il gardait la main. Bien sûr, il se présentait toujours aux réunions avec les plus grands donateurs. Il est le visage de l'entreprise. Mais en ce qui concerne les détails comptables, il faisait confiance à ses lieutenants. Bien sûr, pour quelque chose d'aussi important, vous savez, vous générez 100 millions de dollars par an.
Il faut avoir des lieutenants et il faut leur faire confiance. Et bien sûr, parfois ces dirigeants ne s'apprécient pas entre eux. Tout cela est normal. Mais il est arrivé un moment où Charlie a eu le sentiment que l'argent disparaissait. Prétendument, je vais dire prétendument ici, mais je pense que nous avons certaines preuves qui le montrent, et les excuses qu'on lui donnait pour expliquer la disparition de l'argent ne tenaient pas la route pour Charlie. Pour le dire autrement, les chiffres ne collaient pas, d'accord? Il avait le sentiment que, encore une fois, selon des sources, que l'entreprise brûlait son argent beaucoup trop vite. Et Charlie s'est mis à chercher pourquoi et comment cela arrivait. Ainsi, le 2 septembre, soit bien sûr juste une semaine avant de perdre la vie, Charlie a surpris l'entreprise en annonçant qu'il mettait en place un département DOGE. Oui, un département d'efficacité gouvernementale, comme Elon Musk et Vivek Ramaswamy avaient entrepris de le faire. Trump a gagné. Ils se sont ralliés à lui, n'est-ce pas? Ils ont dit « il y a beaucoup de gaspillage. Nous ne savons pas où va cet argent. » Les gens acceptent simplement des chèques. Encore une fois, c'est tout l'objectif du département DOGE. Vous nous mettez là-dedans et nous allons découvrir comment tous ces bureaucrates gaspillent simplement l'argent des contribuables. C'est en quelque sorte une façon élégante de dire que nous allons réaliser un audit du gouvernement, non? C'est la seule façon de voir ce qu'était DOGE. C'est un audit, puis on coupe dans le gras et on voit où va réellement l'argent. Ne m'écoutez pas, d'ailleurs, car nous pouvons lire Charlie dans ses propres mots. Ceci était une note interne qui a été diffusée, signée par Charlie le 2 septembre. Je vais passer aux parties pertinentes. Il commence avant tout par annoncer que « Cher Team America, à compter de maintenant », encore une fois, le 2 septembre, Justin Strife prend un nouveau rôle élevé chez Turning Point USA en tant que COO. Depuis qu'il a rejoint TPUSA en 2020, Justin a dirigé la division de collecte de fonds de Turning Point et, ces dernières années, il a également participé à certaines opérations organisationnelles, occupant de nombreuses fonctions de COO, mais il assume désormais officiellement ce titre et des responsabilités élargies. Nous allons maintenant passer à ce dernier grand paragraphe. Dans ce rôle, j'ai donné à Justin, parmi d'autres priorités, le pouvoir de s'engager dans un effort organisationnel global de type DOGE. Justine va constituer une petite équipe pour l'aider dans cette mission qui vise à faire de Turning Point USA, premièrement, une organisation plus efficace, deuxièmement, plus rentable, troisièmement, à unifier le succès organisationnel autour d'indicateurs et d'objectifs communs à l'ensemble de l'entreprise, et quatrièmement, à transformer la culture d'entreprise. Je m'attends à de nombreux changements positifs issus de cette initiative à venir, ainsi que du rôle élargi de Justin. Je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter Justin pour ce nouveau poste au sein de l'organisation. Donc, j'ai eu le sentiment, avec toutes les rumeurs que j'entends, de voir que Charlie était en train de constituer une petite équipe pour commencer à examiner l'argent et les moyens d'être soi-disant plus efficaces, que tout cela est pertinent, que tous ces tuyaux que nous recevons d'informateurs sont exacts. Et ce que nous comprenons, c'est qu'il y avait beaucoup de sous-traitants et de personnes, en gros, qui prenaient de l'argent dans les deux sens, qui faisaient entrer de l'argent et concluaient des accords. Pour faire simple, l'argent semblait louche. D'accord. Et Charlie a entrepris de déterminer pourquoi, ce qui signifie que d'autres devraient peut-être aussi chercher à comprendre pourquoi. Est-ce que ce département fonctionne toujours? Et comme je vous l'ai dit, d'autres cherchent à comprendre pourquoi. Il y a des journalistes, des experts comptables judiciaires qui ont été engagés. Est-ce que les premiers résultats qu'on m'a montrés sont vraiment stupéfiants, d'accord? Et je vais dire ceci. Mes sources chez Turning Point ont dit quelque chose que j'ai trouvé crucial, intéressant. Ils ont dit que Charlie ne s'inquiétait pas seulement de l'endroit où allait l'argent, mais aussi de l'origine de cet argent. D'où venait l'argent? Qu'est-ce qu'on doit en penser, d'accord? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce que cela signifie? Soit il s'agissait d'entreprises qui injectaient massivement de l'argent pour avoir plus d'influence, mais il y avait des questions concernant ces entreprises. On dirait qu'il y avait des personnes qui jouaient en quelque sorte le rôle de double agent, touchant des commissions des deux côtés d'un contrat. J'ai vu beaucoup de choses et je vais laisser les rapports sortir la semaine prochaine, ceux qui ont publié ces informations et qui examinent la situation. Et je pense, beaucoup de choses vont être révélées, comme je l'ai dit, et c'est normal. Nous voulons tout savoir. Nous voulons absolument tout savoir. Je vais aussi vous en dire un peu plus, ainsi que répondre à ce que je considère comme des critiques tout à fait injustes de la part de personnes qui attaquent Terica. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que ces critiques sont injustes.
Mais d'abord, je veux passer la parole à Riverbend Ranch. Je vous ai dit que j'avais rencontré le PDG de cette entreprise quand j'étais avec Charlie il y a des années. Et nous sommes allés le rencontrer, une personne formidable. Tout le monde voulait faire quelque chose pour essayer de guérir. Souvenez-vous, Charlie et mes amis de Riverbend Ranch ont préparé l'hommage suivant pour lui rendre honneur. Nous rendons hommage à Charlie Kirk et nous célébrons le bien immense qu'il a accompli dans sa vie. Charlie a courageusement défendu les principes sacrés de la liberté, du dialogue constructif, de la vérité, des valeurs familiales et du bon sens. Il enseignait avec humour et sagesse et appuyait ses convictions sur des données et des faits. Il a donné un exemple fort en allant à la rencontre de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui et en dialoguant avec eux. Nous pleurons sa disparition, mais ce qu'il nous a enseigné continue de résonner avec encore plus de force. Un message de la part de nous tous à Riverbend Ranch. Je veux aussi vous parler de PDS Debt parce que le système n'est pas cassé. En réalité, il est truqué. Si vous êtes submergé par les dettes, c'est ce qu'ils veulent, les grandes banques en profitent. Les créanciers gagnent quand vous perdez. Vous n'êtes pas obligé de jouer à leur jeu. PDS Debt vous aide à reprendre le contrôle. Ils ont aidé des centaines de milliers à se libérer des cartes de crédit, prêts et pièges des taux élevés. C'est votre argent, votre avenir. Il est temps de vous battre pour les deux. PDS Debt va au-delà des chiffres pour comprendre votre situation financière et créer un plan personnalisé pour vous. Aucun score de crédit minimum n'est requis, ce qui est excellent. Ils sont là pour vous aider à économiser, à rembourser vos dettes plus vite et à remettre l'argent là où il doit être, c'est-à-dire dans votre poche. PDS Debt est noté A+ par le Better Business Bureau. Il affiche des milliers d'avis 5 étoiles sur Google et détient une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Pourquoi? Parce que PDS a aidé des centaines de milliers de personnes à sortir de l'endettement. Vous n'êtes qu'à 30 secondes d'être libéré de vos dettes, alors obtenez votre évaluation gratuite et découvrez dès maintenant la meilleure option pour vous sur pdsdebt.com Candice. Encore une fois, il s'agit de pdsdebt.com Candice, pdsdebt.com Candice. D'accord, je veux m'adresser en premier lieu à cette personne, car j'ai reçu tellement de courriels. Candice, as-tu vu celui-ci? As-tu regardé cela? Et il s'agit de Ranch Day Bro sur YouTube, et la vidéo est tout simplement devenue virale. Elle a atteint 6 millions de vues. Et d'ailleurs, je suis tellement contente qu'elle ait atteint 6 millions de vues. Tout le monde qui enquête là-dessus, c'est exactement ce dont nous avons besoin, et personne ne sera parfait. Nous allons faire des erreurs, et nous ne pouvons travailler qu'avec les informations qui nous sont données. Et pour une raison ou une autre, c'est très limité. Donc, chaque fois que je réfute quelque chose ici, c'est simplement parce que je veux aider à orienter son enquête. Mais donc, il avance l'argument qu'on peut voir un éclair de bouche. Et il y a un élément dans sa vidéo où il montre ce qu'il pense être une éclaboussure de sang comme point d'entrée sur le cou de Charlie. Donc, on peut regarder ça. Écoutez bien. Et dans cette vidéo, vous pouvez voir la même chose, ce qui semble être la balle qui descend, et cela correspond bien au coup de feu lui-même. Donc, tu ne prends pas en compte la violence des gangs. Cette vidéo a été réalisée par un ami à moi qui est Marine. Vous le verrez ici à la fin. Voici l'angle sous lequel il montre le tir, indiquant où Charlie était assis, et l'angle de la balle, ce qui correspondra à cette vidéo ici. Malheureusement, nous allons flouter le visage de Charlie, mais nous montrerons ce qui est nécessaire pour prouver qu'il s'agissait bien d'une blessure d'entrée et de sortie. Vous le verrez entourer la zone mise en évidence juste ici. Et vous verrez la blessure de sortie correspondante juste après, une fraction de seconde plus tard, comme cela se produit pour une blessure d'entrée et de sortie. Dans ces images, on peut clairement voir que Charlie est touché dans le dos à droite et qu'il y a une éclaboussure de sang qui sort de la blessure d'entrée. D'accord. Ce avec quoi je peux immédiatement aider, c'est que j'ai beaucoup d'images et des images plus claires de cela. En fait, ce n'est pas une éclaboussure de sang. Et cela m'a beaucoup surpris. C'est son collier. C'est bien son collier. Et c'est l'une des choses qui m'a paru étrange. J'ai vu les images de dos, puis j'ai des images claires de face. Et c'est le collier qui part en premier. Et si je regarde bien, on dirait qu'il se casse à partir d'ici, puis il remonte et s'envole. C'est la chaîne du collier de Charlie. J'espère que cela permet de clarifier les choses. Et je ne sais pas si cela peut changer votre opinion d'une quelconque manière. Je voulais ajouter cela. La deuxième chose, c'est que je voulais vous montrer une photo, un angle différent d'où provenait ce flash qu'il regarde. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est que cette fenêtre en particulier ne s'ouvre pas. Donc, si vous dites que c'est à l'intérieur et je peux me tromper, donc vous pouvez voir et j'espère que j'ai raison. Si je me trompe, dites-le moi s'il vous plaît et je corrigerai immédiatement.
Mais cette fenêtre-là est dans cette zone qu'ils appellent le flag hall, qui est l'endroit où cette personne a en fait filmé les images. Il se trouve de l'autre côté de celle-ci, là où nous avons vu la personne courir sur le toit, c'est en gros au-dessus du passage souterrain, et donc on peut voir sous cet angle que ces fenêtres, je ne sais pas si nous avons une photo plus frontale de ce style, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais d'après tout ce que j'ai pu voir, ces fenêtres ne s'ouvrent pas. Donc si ça vient de l'intérieur, si c'est bien là que vous dites, et si j'ai bien localisé l'endroit, encore une fois, je suis prêt à corriger si je me trompe, alors on devrait voir du verre brisé. Alors dites-moi si j'ai raison à ce sujet. Je dirais qu'il y avait un autre élément, et celui-ci, je n'ai pas encore pu le réfuter, mais j'envoie quelqu'un sur place pour me rapporter des images similaires, c'est lorsque vous parlez d'un buisson à l'apparence suspecte. Donc je vais laisser Ranjit Abro présenter cette théorie. Écoutez bien. Je voudrais regarder cette photo ensuite. Ce type parle de ce buisson ici, en haut à gauche de la photo, et il zoome dessus en disant qu'il a effectivement l'air suspect. Il a effectivement l'air suspect. On dirait qu'il y a une personne juste ici, et on dirait qu'il y a un fusil ici que cette personne tient. Une main ici, une main de soutien, c'est une image assez floue, mais on peut clairement voir que ce n'est pas juste un buisson. Ceci est une couleur de peau humaine juste ici, et cela correspond à une tête humaine et des cheveux. Et un fusil dans la forme exacte en croix d'un AR-15 avec une lunette montée dessus. Donc, ce que je peux dire, c'est que je regarde mes messages en temps réel, car j'ai envoyé quelqu'un sur place aujourd'hui pour prendre des photos du buisson, et je suis d'accord avec vous. Sur les photos que je regarde aujourd'hui, on peut en quelque sorte voir à travers le buisson. Et sur l'image que vous avez, certes, elle est granuleuse. Il ne semble pas que l'on puisse voir à travers. Donc cela m'intéresse et j'explore cette piste et je vous tiendrai au courant de ce que je découvre. Bref, encore une fois, le but de ma démarche était simplement d'aider à mieux orienter vos théories. Tout le monde propose des idées. Et je trouve ça très bien tant que les fédéraux ne répondent pas à nos questions, tant que nous ne voyons pas plus d'images de ce qui s'est passé ce jour-là. Nous devons tous rester vigilants parce que nous sentons tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On ne nous dit pas la vérité. Encore une chose que j'aimerais partager avec vous. Vous vous souvenez qu'hier, dans la section des commentaires, nous avons reçu un tuyau. Une jeune femme a dit que cette vidéo de la sonnette avait été intentionnellement présentée au public seulement en partie. Et que, en réalité, il y avait plus d'images montrant la personne qu'ils prétendent être Tyler Robinson marchant avec une femme dont ils ne connaissent pas l'identité et qu'ils changent de vêtements. Donc je ne sais pas s'il y avait plus d'images du côté de la maison. Il y a un autre angle, mais il y aurait eu des images de Tyler en train de changer de vêtements et il est avec une femme non identifiée. Ce que je peux dire, c'est que j'ai établi un contact avec cette personne et c'est une piste solide. Et ça ne va devenir que plus intéressant en ce qui concerne les personnes impliquées dans cette dissimulation localement, comme une personne de l'Utah impliquée dans cette dissimulation, ce qui est un autre élément de ce puzzle que je trouve fascinant. J'aurai plus d'informations pour vous la semaine prochaine alors que nous continuons sur ce sujet. Je veux toujours m'assurer que nous donnons aux gens l'opportunité de répondre et d'apporter leur version sur ce que nous publions et de veiller à ce que nos rapports soient exacts. Et j'aurai plus d'informations à ce sujet pour vous la semaine prochaine. Je veux aussi m'adresser aux personnes qui me submergent de messages à propos d'Erika Kirk. Et je pense que la raison pour laquelle cela a été déclenché, c'est à cause d'un email de collecte de fonds et de messages textes qui ont été envoyés, et les gens ont trouvé cela de mauvais goût, comme si on cherchait à récolter des fonds sur sa mort. D'accord. Tout d'abord, la raison pour laquelle j'ai dit, et je le pensais sincèrement, qu'il fallait prier pour Erika il y a quelques jours. Et j'ai dit qu'elle allait prendre un rôle, celui de PDG, et présidente d'une entreprise, une entreprise qui est devenue plus grande que Charlie, d'après tout ce que je comprends, et pour y avoir été, je l'ai vu se produire, et c'est une entreprise qu'elle va devoir apprendre à gérer en 4 secondes. Tout ce système, c'est une machine, d'accord? Les emails que vous avez vus, ils n'ont pas été écrits par Erika Kirk. Il s'agit d'un département entier et ce sont des emails envoyés lors de collecte de fonds. J'ai déjà eu des emails de collecte de fonds envoyés avec mon visage et mon nom dessus. Ils ne sont pas rédigés par Erika Kirk et je veux que vous le sachiez, d'accord? Je trouve juste que, je ne sais pas, ça me semble tellement injuste de lui mettre toute cette pression en ce moment. Elle n'a rien dit qui me rende méfiante parce que je comprends comment fonctionne cet organisme. Et je comprends comment les gens, quand ils sont motivés par l'argent, ne pensent même pas à ces choses-là. Ça peut être tellement dégoûtant
Je veux dire, je me suis vraiment disputée avec des gens. Quand j'ai senti qu'ils utilisaient mon image et représentèrent des choses et que je recevais des critiques du public, je me disais, je n'aurais jamais fait ça. Je n'aurais jamais pris cette décision. Et pourtant, c'est moi qui vais recevoir toutes les critiques pour une décision que tu as prise. J'ai eu ce genre de dispute. Donc, quand je vois ça sortir, peu importe ce que vous en pensez, vous devez savoir que ces décisions ne sont pas prises par Erika. C'est ce que ça signifie d'intégrer une entreprise de cette taille et de cette envergure, d'accord? Leur priorité sera différente. Et je pense qu'elle a fait preuve d'une immense élégance dans le discours qu'elle a prononcé, que j'ai trouvé très inspirant. Et nous devrions, de la même manière, faire preuve de bienveillance et lui laisser le temps de s'adapter avant tout à ce changement dans sa vie. C'est d'abord et avant tout une mère, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle faisait. Elle était maman et Charlie était sur la route. Et c'était les préoccupations de Charlie. Les hommes portent le poids du monde sur leurs épaules et ils suivaient cette voie. C'était un couple fidèle. C'est une femme qui consultait un prêtre et priait lorsqu'elle sentait que quelqu'un avait jeté un sort à son mari. Et je pense simplement que tout le monde est un peu injuste en essayant d'attribuer autant de mauvaises intentions à quelqu'un qui n'a rien fait pour le mériter. Et j'aurais été la première personne, si j'avais senti qu'il y avait quoi que ce soit, je l'aurais dit, vraiment, à tous les niveaux. Et bien sûr, je ne suis pas dans leur mariage, mais je sais que Charlie était très heureux avec Erika. Et je sais qu'Erika était une raison, elle poussait Charlie, comme le font les femmes, à vraiment réfléchir à ses idées et à réfléchir à ce en quoi il croyait, d'une manière ou d'une autre. Dans l'ensemble, je ne vais pas rester ici à prétendre que la relation que j'avais avec Charlie était la même que celle que j'avais avec Erika, bien sûr, car ni lui ni moi n'étions mariés quand nous parcourions la route ensemble, mais elle le rendait heureux. Et je veux juste que vous le sachiez. Alors, quand vous publiez des choses, imaginez simplement que vous êtes à sa place. Imaginez la taille et l'envergure de cette entreprise. Et imaginez qu'en plus de tout cela, il y a des gens qui fouillent dans chaque recoin de votre vie sans forcément tout comprendre correctement. Je n'arrive pas à arrêter de lire des théories du complot sur moi et mon mari. J'ai lu que mon mari est juif. J'ai lu que mon mari est franc-maçon. J'ai lu que notre mariage est faux et mis en scène. Et j'ai lu que je suis financée par la Russie. Je suis financée par le Qatar. Je suis financée par Andrew Tate parce qu'Andrew Tate vient aussi du Royaume-Uni. Et mon mari le connaissait avant de me rencontrer, ce qui ne veut absolument rien dire. Je veux dire, ça ne s'arrête jamais. Et être propulsé dans la célébrité, je pense que c'est très difficile quand on ne la recherche pas soi-même. Et être projeté de façon aussi horrible, ça ne peut tout simplement pas être agréable. Et donc, je nous rappelle simplement à tous d'avoir un peu de bienveillance, c'est tout. Bref, avant de passer à plus de vos commentaires, je veux vous parler de Just Thrive parce que le plus grand secret de santé dont on ne parle pas, c'est que tout commence dans votre intestin. Chaque jour, votre intestin lutte contre la nourriture transformée, le stress, les toxines de l'air. Vous le savez, quand l'intestin va mal, tout le corps le ressent. La plupart des probiotiques ne fonctionnent pas car 99% des marques meurent dans l'acide de l'estomac avant d'atteindre l'intestin. Et c'est ce qui rend le probiotique à base de spores de Just Thrive complètement différent. Just Thrive est le seul probiotique cliniquement prouvé pour arriver 100% vivant dans votre intestin. Il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut. Il transforme l'intestin en usine à antioxydants, créant des composés protecteurs là où c'est nécessaire. Cela améliore la digestion, l'immunité, l'énergie et la gestion du poids. Just Thrive existe en gélules ou gomme aux fruits rouges. Leur gamme primée inclut des compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale. Just Thrive veut améliorer la santé des Américains avec des solutions scientifiques fiables. Pour rejoindre la révolution de la santé intestinale et reprendre le contrôle de votre santé aujourd'hui, allez sur justthrivehealth.com et économisez 20% avec mon code promo Candice lors du paiement. Vous verrez la différence ou serez intégralement remboursé, sans question. Prenez le contrôle aujourd'hui avec Just Thrive. Encore une fois, allez sur justthrivehealth.com et utilisez le code promo Candice au paiement. Très bien, les amis. Qu'avez-vous en tête? Laissez-moi lire vos commentaires, savoir ce à quoi vous pensez. Kelly Martini écrit « Candice, tu es l'incarnation de la vérité. » Vous savez, l'incarnation même de la vérité serait Jésus-Christ, mais je dois dire que suivre la vérité est une affaire sordide. C'est vraiment le cas. Et les vautours sont bel et bien sortis. Je veux dire, c'est tout simplement absurde de me faire culpabiliser d'avoir enquêté sur le meurtre de Charlie. Pourquoi enquêter sur cela? Parce que tout le monde ment, et nous n'allons pas le permettre. Qu'en pensez-vous? Et si on n'autorisait tout simplement pas tout le monde,
Mentir. Curated Journey écrit « Merci Candice pour le travail que vous avez accompli pour nous dire la vérité. Comment gérez-vous tous ces gens qui essaient de mentir sur votre amitié avec Charlie et qui font tout leur possible pour monter les gens contre vous par le biais des médias? Que Dieu te bénisse. Je sais juste que c'est une bombe à retardement, n'est-ce pas, avant que tout ne soit révélé. Et je trouve qu'un audit financier est intéressant. Je pense qu'il y avait beaucoup de pasteurs autour de Charlie qui n'étaient pas vraiment honnêtes sur le fait qu'ils étaient ou non motivés financièrement à dire certaines choses. Vous savez, beaucoup de ces organisations, comme les organisations chrétiennes et juives, les fonds qui se rassemblent ont été intéressants. Vous savez, l'opération Mocking Pastor est une réalité. Et je sais qu'à la fin de la journée, j'ai les mains propres. Mes mains sont absolument propres. Donc je ne me soucie pas des gens qui mentent parce qu'un mensonge doit toujours courir, n'est-ce pas? Un mensonge doit toujours courir. Et c'est parce qu'il a peur. Il a très peur parce que les gens n'ont besoin d'entendre la vérité qu'une seule fois pour savoir que c'est la vérité. Ils doivent entendre le mensonge encore et encore. Un mensonge réclame la répétition, mais la vérité s'en moque. Et je suis du côté de la vérité. Voilà tout. Et aussi parce que ma relation avec Charlie était réelle, en fait. Un petit clin d'œil à Taylor Lorenz. Évidemment, je n'ai pas regardé ce que tout le monde disait sur Charlie après son assassinat parce que j'étais complètement anéantie. Ça a été une semaine très difficile. Pour moi. Et je n'avais même pas la motivation de sortir du lit. Mais Taylor Lorenz a dit « Pourquoi ai-je l'impression que Candace est la seule? » Je crois qu'elle l'a dit sur X. Je ne sais pas si on a ce tweet. Je ne t'ai pas demandé de le retrouver, mais en gros, elle a dit « Pourquoi ai-je l'impression que Candace est la seule à vraiment se soucier de Charlie? » Et c'est le seul hommage parce que, enfin, c'est ça la réalité de la politique. C'est immonde. C'est dégoûtant. C'est un milieu dégoûtant. Et Charlie avait plus de cran pour ça que moi. C'est la réalité. Ouais. Elle a écrit Taylor Lorenz, « C'est fou que Candace soit la seule figure de droite que j'ai vue publier d'une manière où elle semble vraiment dévastée de perdre Charlie en tant qu'amie. Et c'est parce qu'on ne peut pas le simuler. Et beaucoup de gens font semblant en ce moment. Et c'est difficile pour moi d'accepter ce que je n'ai pas encore fait, qu'il soit vraiment parti. Pour l'instant, ça ne me paraît pas encore réel, mais je sais que j'atteindrai ce stade un jour. » James Moran écrit « Salutations d'Irlande, Candice, et continue ton excellent travail. Que Dieu te bénisse. » Merci, James. René écrit « As-tu parlé de l'annonce Amazon du 9 septembre pour un livre sur Charlie avec tous les détails qui étaient assez précis par rapport à ce qui s'est passé le 10? » J'ai une photo d'une capture d'écran supposément vérifiée. Oui, je crois. Amazon a déclaré que c'était une erreur technique parce que apparemment on peut modifier les dates. Pour être honnête avec toi, je ne me suis pas penchée dessus parce qu'il y a 1000 façons d'interpréter ça. Et je voulais maintenir la pression sur les fédéraux et continuer à obtenir un maximum d'informations sur ce qui s'est passé ce jour-là. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de vidéos à ce sujet, alors peut-être que j'en regarderai une. Brie Barrera écrit « Je suis tellement contente de t'avoir attrapé en direct aujourd'hui. Je travaille de nuit, donc je ne me réveille jamais assez tôt, mais je voulais te dire que je t'ai découverte il y a 2 ans grâce à Charlie Kirk et tu as changé ma vie. Continue ce que tu fais, je t'aime. » En réalité, c'est Charlie qui a changé ma vie. Il l'a vraiment fait. Et je ne peux pas imaginer être en politique sans Charlie. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut que j'accepte qu'une partie de ma vie est morte, comme si des années de ma vie étaient mortes avec lui, un peu. Et il était l'une des 2 seules personnes en politique que je supportais parce qu'il était vraiment franc avec moi. Tistel écrit « Je voulais avoir ton avis sur le fait que, entre guillemets, des messages sur des balles sont partout alors que nos représentants signent les bombes qu'ils larguent sur des innocents. Juste une réflexion. Merci. Oui, c'est vrai. On dirait bien qu'elles portent leur signature. Comme Nikki Haley qui signe des bombes. Des gens vont là-bas, signent des bombes qui vont être larguées et tuer des enfants. Et donc, oui, c'est une nouvelle mode étrange que tout le monde adopte, ce qui est bizarre et me paraît très forcé et artificiel. Je suis totalement d'accord. Dave Matthews écrit « Que ferais-tu s'il existait une autre vidéo montrant quelqu'un d'autre sur le toit? Est-ce que tu l'accepterais? Merci pour tout ce que tu fais. Je prie pour ta famille. Je prie pour les Kirk. Que veux-tu dire par « Est-ce que je l'accepterais? Je veux la vérité. » Si tu sous-entends que tu as la vidéo, envoie-la s'il te plaît. Tu peux nous l'envoyer à l'adresse tipsycandaceowens.com. Vous êtes nombreux à nous écrire, alors s'il vous plaît, si vous le pouvez, lorsque vous nous envoyez des informations,
J'espère que c'est en lien avec cette enquête, des vrais tuyaux comme « Avez-vous vu cette vidéo ?» ou « Sur YouTube » ou autre, ce genre de choses. C'est mieux de les mettre en commentaire sur notre Instagram ou nos pages de réseaux sociaux, on les verra là-bas. La ligne des tips, on veut la garder pour de vrais renseignements liés à cette enquête. Non pas que je ne sois pas reconnaissante que vous nous écriviez tous ces emails, mais notre boîte de réception pour les tips est tellement pleine que ça nous prend beaucoup de temps pour tout traiter. Donc, j'essaie juste de trouver comment filtrer pour qu'on sache où chercher. « Hé, as-tu vu cette vidéo? » versus « Hé, on a un vrai renseignement lié à cette enquête. » Ben Houghton écrit « Ton interview avec Charlie Kirk sur PragerU est apparue dans mon algorithme YouTube. » C'est super de la revoir. Aussi, est-ce que quelqu'un d'autre trouve suspect que des gravures apparaissent de façon très pratique sur les douilles retrouvées dans tous les récents crimes violents? En effet, Ben. En effet. Toi et T. Sturl, vous êtes d'accord pour dire que c'est très louche. Comme je l'ai dit, ça commence à ressembler un peu à une signature du gouvernement, non? Miranda New écrit « La colère et la haine envers Erika sont folles. C'est un rayon de lumière dans ce monde sombre, tout comme toi, Candace. Je suppose qu'Erika trouve tout cela étrange, elle aussi, sinon elle t'aurait déjà arrêté. Que de l'amour. » C'est exact. Erika a mon numéro. Erika a d'ailleurs récemment commencé à me suivre. C'était encore un autre truc. Il disait « Candace ne suit même pas Charlie. » Oui, parce que j'ai arrêté de suivre tout le monde. Mais j'ai annoncé mon livre, Blackout. Je voulais que ce soit un truc cool. J'ai arrêté de suivre tout le monde. Et puis, je n'ai pas recommencé à suivre des gens sur toutes mes pages de réseaux sociaux. Vous remarquerez que je suis probablement la seule personne que vous connaissez qui suit très peu de gens parce que je me suis rendu compte que j'utilisais les réseaux sociaux d'une manière où j'écoutais les idées des autres au lieu de partager les miennes. Et donc, c'est juste les angles ridicules qu'ils ont pris. Mais bref, oui, j'ai toujours été très claire. Et c'est une autre chose. Si Erika avait dit « ne dis rien » ou si elle avait menti publiquement sur quoi que ce soit, si elle avait dit « non, Charlie n'assistait pas à la messe », là je me dirais « ok, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle masse, mais elle ne fait pas ça ?» Donc je trouve juste que ce n'est pas juste. Et les gens qui n'ont pas l'habitude d'être constamment sur scène et de se présenter comme Charlie le faisait, lui, il avait ce petit truc en plus. Tu sais, Charlie montait là-haut et la salle s'animait. Et maintenant, on juge les personnes qu'il aimait dans sa vie, qui ne font pas ça de leur métier. Et pour moi, vraiment, ça me semble injuste. Donc, je voulais exprimer ça et juste le dire. Et voilà. Bref, la semaine prochaine, nous ne serons pas à l'antenne demain parce que la semaine dernière était un vendredi exceptionnel et j'aime avoir mes vendredis de libre. Mais la semaine prochaine, nous reprendrons sérieusement. Encore une fois, si vous avez des informations concernant l'enquête, si vous étiez là, si vous étiez policier, agent fédéral, si vous travaillez pour le gouvernement, si vous êtes un fédéral et que vous regardez ceci et que vous savez que ce que je dis est vrai, veuillez nous envoyer un email à tipsandcandiceowens.com. Si vous souhaitez nous soutenir d'une quelconque manière, vous pouvez toujours aller sur candaceowens.com, rejoindre le club de lecture, vous informer sur les vaccins si vous êtes parent ou vous offrir des produits dérivés de la CIA afin que nous puissions être arrêtés par Laura Loomer et que ces tweets soient rapportés par Laura Loomer. Au-delà de ça, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous pour votre soutien en général. Vous m'avez vraiment aidé à traverser les 2 dernières semaines et nous ne laisserons pas le véritable héritage de Charlie Kirk disparaître. Nous ne les laisserons pas non plus réécrire l'histoire, ni réécrire le présent, c'est-à-dire cette enquête. On se retrouve la semaine prochaine.